Imaginez que Lewis Hamilton disparaisse en plein milieu d'un week-end de Grand Prix après avoir signé la pole position et d'apprendre qu'il a été enlevé par des rebelles révolutionnaires. Rien que ça. Eh bien, c'est à peu près ce qui s'est produit le 23 février 1958 à La Havane, capitale de Cuba, sauf que le Lewis Hamilton de l'époque s'appelait Juan Manuel Fangio. En 1958, Juan Manuel Fangio se retire au sommet de son art. Avec 29 pole positions et 24 victoires en 51 Grands Prix, il s'est incontestablement imposé comme le premier roi de la Formule 1. Cette catégorie, encore toute jeune puisqu'elle a été créée en 1950, a en effet subi la dictature de l'Argentin sur ses premières années puisqu'il a remporté 5 des 8 premiers championnats du monde. Plus exceptionnel encore, il triomphe avec 4 constructeurs différents, Alfa Romeo, Maserati, Mercedes et Ferrari, du jamais vu depuis, sachant que 1954 reste la seule saison de l'histoire de la Formule 1 où le champion a piloté pour 2 écuries différentes. Ouais, à l'époque les contrats c'était plus flexible, on va dire. Tout un amas de chiffres et de statistiques pour dire que Juan Manuel Fangio est très rapidement devenu le meilleur pilote de Formule 1 au monde et qu'il l'est resté pendant près de 50 ans jusqu'à Michael Schumacher. Mais pour comprendre à quel point c'était un pilote exceptionnel, on va faire plus simple. Entre 1950 et 1957, hors abandon, il a terminé 4 fois en dehors du podium. 4 fois, en 49 Grands Prix. Et au-delà de ça, il suscite un énorme respect vis-à-vis de ses concurrents. Lors du dernier Grand Prix de sa carrière, en France, en 1958, le futur champion du monde, Mike Hawthorne, s'apprête à lui prendre un tour et décide de lever le pied. Il expliquera après la course qu'on ne prend pas un tour à Fangio. Quelques mois plus tôt, fin 1957, l'Argentin décidait de passer la main après son 5e titre de champion du monde. Il avait expliqué que son objectif était d'abord de décrocher un titre, puis lorsqu'il en avait eu un deuxième, d'aller en chercher un troisième, mais que désormais qu'il avait atteint cette barre symbolique des 5 titres, il estimait qu'il était temps de passer la main. L'histoire ne dit pas à quel point ce choix a été motivé par le retrait des Maserati officiels. Néanmoins, Fangio ne veut pas arrêter brusquement, si bien qu'il participe au premier Grand Prix de la saison 1958, chez lui en Argentine, sur une Maserati privée, et le néo-retraité a plutôt de beaux restes puisqu'il signe la pole position et termine 4e de la course. S'il dispute son dernier Grand Prix dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 en France en juillet, il participe entre-temps à d'autres courses hors championnat, à l'image du Grand Prix de Cuba. Dans les années 50, le championnat du monde de Formule 1 est encore très restreint, on parle d'une dizaine de courses par an, si bien que les pilotes veulent s'occuper et donc participent à d'autres courses hors championnat au volant de différentes voitures de sport. Et même si ce ne sont pas toujours des Formule 1, il arrive que l'on utilise quand même l'appellation Grand Prix. Le premier Grand Prix automobile de Cuba est organisé en 1905, un second a lieu l'année suivante, et puis plus rien, pendant près de 50 ans. Mais il faut dire que le contexte géopolitique n'était certainement pas le plus propice. Alors je ne vais pas me plonger dans une histoire approfondie de Cuba, qui est tout aussi complexe que passionnante, mais pour cette vidéo, il nous faut quand même se remettre dans le contexte de la fin des années 50. Le gouvernement de Fulgencio Batista est au pouvoir depuis son coup d'état en 1952, mais il est fortement contesté par le mouvement du 26 juillet, emmené par un certain Fidel Castro. La situation politique est instable, tandis que le contexte social est très inégalitaire. Alors que le pays subit une grande pauvreté, la capitale, La Havane, est quant à elle une ville très développée, qui a par exemple des casinos, et qui cherche à attirer un maximum de touristes. Pour ce faire, et pour essayer de se donner une bonne image, le gouvernement de Batista imagine l'organisation d'un Grand Prix automobile sur le front de mer de la ville. Un circuit urbain est dessiné, et la première manche a lieu en 1957. Cette course est remportée par Juan Manuel Fangio au volant d'une Maserati 300S. Ça ressemble à ça. Imaginez juste que les meilleurs pilotes de Formule 1 participent à des courses à l'autre bout du monde au volant de voitures de tourisme. Oh non, avec 24 Grands Prix, ça reste pas d'arriver en fait. Histoire de les motiver à venir, le dictateur offre également de très belles sommes d'argent aux pilotes de Formule 1 et ne manque pas de se photographier avec eux. Voilà, l'objectif, c'est de redorer son image, on l'a dit. Mais bon, je me permettrai pas de porter un jugement, rappelons qu'aujourd'hui on va au Qatar ou en Arabie Saoudite. Pour en revenir au contexte de Cuba, la première tentative de coup d'état de Fidel Castro échoue le 26 juillet 1953, d'où le nom de son mouvement. Il est donc emprisonné, puis libéré, mais doit s'exiler au Mexique. Cependant, dès 1956, Castro est de retour à Cuba et reprend son activité révolutionnaire.
L'objectif est à la fois de conquérir le pouvoir, mais aussi d'attirer l'attention sur sa lutte avec le gouvernement de Batista. Le 23 février 1958, à l'issue de la journée d'essai du Grand Prix de Cuba, dont il a signé le meilleur temps, Juan Manuel Fangio rentre à l'hôtel Lincoln en compagnie de plusieurs membres de l'équipe Maserati. Soudain, dans le hall, un homme braque un pistolet sur le pilote et lui intime l'ordre de le suivre. Il s'agit de Manuel Uzuel, un membre du mouvement du 26 juillet. Mais le contexte est tel que les membres de Maserati croient à une blague. On est dans un hall bondé, un homme seul face à tant de monde. Ils n'arrivent pas à y croire, ça paraît inconcevable. Lorsque celui-ci insiste et presse son arme contre le quintuple champion du monde, expliquant que d'autres hommes armés l'attendent à la sortie de l'hôtel, le pilote n'a d'autre choix que d'obéir et de suivre ses ravisseurs dans une voiture. Mais à ce moment-là encore, personne ne prend la menace au sérieux. Les membres de Maserati croient toujours que c'est une blague, ils y croiront jusqu'à l'arrivée de la police, et le ministre des armées à Cuba, le général Miranda, raccroche au nez des ravisseurs de Fangio, pensant que c'est un canular. Bon après, il faut dire qu'on n'est pas sur les bandits les plus dangereux de l'histoire. Sur la route de l'enlèvement, il s'arrête à la maison de l'un d'entre eux pour présenter Fangio à sa femme et à son enfant. Puis derrière, lors de la séquestration, il ne cesse de s'excuser auprès du quintuple champion du monde et lui apporte carrément son petit déjeuner au lit. Mais c'est quoi ces bandits en carton là? On dirait les moustachius. Hé, oh! On est les moustachius! On n'est pas là pour faire rire, on est là pour faire peur. Bon, il faut dire que les membres du mouvement du 26 juillet n'ont rien contre Fangio, il s'agit simplement pour eux d'attirer l'attention sur la situation des castristes vis-à-vis du régime cubain. Et c'est une grande réussite puisque la nouvelle fait la une de nombreux journaux, à l'image de France Soir. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sûr que Fidel Castro ait été au courant avant l'enlèvement, puisque le mouvement avait aussi des branches locales qui étaient assez indépendantes, en tout cas qui opéraient de façon indépendante, tandis que les leaders étaient quant à eux reclus dans les montagnes de la Sierra Maestra, à l'autre bout du pays. Pour en revenir au déroulé des faits, Fangio est donc enlevé dans une voiture, affublé d'une casquette et d'une paire de lunettes, puis est conduit par ses ravisseurs dans une maison du quartier de Nuevo Vedado, toujours à La Havane. Il promet de ne pas s'enfuir, en échange de quoi les castristes baissent leurs armes. Si ces derniers se signalent auprès des autorités par téléphone, ils en profitent aussi pour médiatiser l'affaire auprès de l'agence de presse américaine UPI, mais aussi pour prévenir la famille de Fangio et lui assurer que tout va bien. Toujours dans cette ambiance positive. Selon les versions, certains affirment que l'objectif était aussi l'annulation du Grand Prix, ce que Batista refuse à tout prix. Souvenez-vous, pour lui, cette course c'est une question d'image, et il estime que l'annulation lui coûterait plus cher qu'un simple enlèvement. Alors, comme si de rien n'était, le Grand Prix se prépare devant 150 000 spectateurs, et avec le français Maurice Trintignant au volant de la Maserati de Fangio. Avec tout de même 2 heures de retard, la course s'élance finalement, et c'est un nouveau drame. Au 6e tour, le pilote cubain Garcia Cifuentes perd le contrôle de sa Ferrari au niveau de l'ambassade des États-Unis. Les conditions de sécurité sont déplorables, si bien que la voiture percute la foule, faisant 7 morts et une trentaine de blessés. La course est immédiatement arrêtée, mais sans doute pour ne pas perdre la face, les organisateurs tiennent tout de même à déclarer un vainqueur, le Britannique Stirling Moss. Pour le dictateur Batista, le Grand Prix de Cuba 1958 est finalement un désastre en termes d'image. Non seulement il a échoué à assurer la sécurité d'invités de marque, mais en plus, sa course a causé de nombreux morts. A l'inverse, les rebelles castristes en tirent une bien meilleure image alors qu'ils sont à l'origine de l'enlèvement. Mais les conditions de cet enlèvement ainsi que les déclarations de Fangio après sa libération vont leur être largement bénéfiques. En effet, malgré 27 heures de séquestration, l'Argentin remercie ses geôliers. Après avoir entendu parler de l'accident, il estime qu'ils lui ont fait une faveur en l'enlevant, qu'ils lui ont peut-être même sauvé la vie, et il les présente aux diplomates comme ses aimables et gentils ravisseurs. C'est l'enlèvement le plus cordial de l'histoire du banditisme. Un peu moins d'1 an plus tard, Fidel Castro arrivera finalement au pouvoir à Cuba par un nouveau coup d'État, mais son image va très vite se détériorer en raison de la répression, des jugements sommaires et des exécutions. Fangio, quant à lui, ne se privera pas de remonter dans une voiture, bien qu'il dispute son dernier Grand Prix de Formule 1 quelques mois plus tard, mais il restera toujours très proche de la discipline, sur des questions de sécurité notamment, et participera à plusieurs manifestations de voitures historiques. Il meurt le 17 juillet 1995 à l'âge de 84 ans, n'ayant à ce moment-là encore jamais été dépassé au palmarès de la Formule 1. Il règne alors en légende avec ses 5 couronnes mondiales.